Jim Rohn, l'un de mes plus grands modèles, disait « Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un est votre propre développement. » Il l'a incarné toute sa vie, et son influence continue d'élever des millions de personnes. Grandir soi-même pour faire grandir les autres. Voilà la véritable loi de la contribution. Voilà le sens d'une vie utile. Grandir, c'est choisir. Dans les 15 principes inestimables de la croissance, John Maxwell nous montre comment progresser avec intention, discipline et foi. Si ce résumé t'inspire, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour que d'autres puissent aussi grandir en Christ. Le potentiel, quel mot magnifique. Il évoque l'avenir, la promesse d'accomplissement et la grandeur possible en chacun de nous. Pourtant, il existe un danger, celui du potentiel non réalisé. Comme le dit l'histoire de ce père qui rêvait de chanter mais qui est mort avec sa musique encore en lui, ne pas atteindre son potentiel, c'est laisser s'éteindre une mélodie jamais entendue, mais si vous lisez ces lignes, c'est que vous désirez grandir. Et la croissance, voilà la clé. Elle demande une intention claire, un effort quotidien, car on ne change pas sa vie sans changer ce que l'on fait chaque jour. Grandir, c'est découvrir son objectif, renforcer son caractère, améliorer ses relations, développer ses compétences et nourrir son âme. Ce livre vous propose des lois simples, des exercices et un chemin à suivre. Avancez pas à pas, semaine après semaine, et vous serez surpris de voir jusqu'où votre potentiel peut vous conduire. Chapitre 1. La loi de l'intentionnalité. La croissance ne se produit pas simple. Un simple déjeuner en 1972 a transformé ma vision de la vie. Ce jour-là, Kurt Kampmeier m'a posé une question que personne ne m'avait jamais adressée. « As-tu un plan pour ta croissance personnelle ?» Ma réponse fut embarrassante. J'avais des objectifs, je travaillais dur, je cumulais des activités. Mais je n'avais aucun plan pour devenir meilleur. Ce fut une révélation. Mon approche du succès reposait uniquement sur l'effort et l'espoir. Or, travailler plus dur ne garantit rien, et l'espoir n'est pas une stratégie. À ce moment-là, j'étais jeune, tout juste 24 ans, et j'avais obtenu une opportunité prestigieuse dans ma carrière, mais je savais que si je ne grandissais pas intérieurement, j'échouerais. Kurt me présenta alors un kit de croissance, un programme structuré pour développer l'attitude, les objectifs, la discipline et la cohérence. Le coût me paraissait énorme, près d'1 mois de salaire, mais je compris que c'était l'investissement décisif pour mon avenir. Avec ma femme Margaret, nous avons économisé sou par sou et au bout de 6 mois, j'ai pu acheter ce plan. Ce choix fut déterminant. En ouvrant ce kit, j'ai découvert les bases de la croissance intentionnelle. Ces principes simples ont pourtant ouvert une brèche dans ma vie. Par cette fissure, j'ai aperçu des opportunités de progrès que je n'avais jamais imaginées. Depuis ce jour, ma croissance personnelle a façonné ma destinée bien plus que n'importe quel autre facteur, mais grandir n'est pas naturel. Contrairement à l'enfance, où le corps évolue automatiquement, l'esprit et le caractère ne se développent pas seuls. La croissance doit être intentionnelle. Le piège, c'est que la plupart des gens se heurtent à des croyances erronées qui les maintiennent immobiles. Ce sont ce que j'appelle les pièges à écart de croissance. Le premier est l'écart d'hypothèse. Croire que nous allons grandir automatiquement avec le temps. Mais, comme le disait Bruce Springsteen, un moment vient où vous devez arrêter d'attendre l'homme que vous voulez devenir et commencer à être cet homme. La croissance n'arrive pas par accident. Elle exige un engagement conscient. Le second est le déficit de connaissances. Pensez, je ne sais pas comment grandir. Après ma rencontre avec Kurt, j'ai interrogé tout mon entourage. Personne n'avait de plan de croissance. Beaucoup apprennent seulement à travers les épreuves, une école des coups durs, parfois cruelle et inefficace, mais il existe une meilleure voie, définir les domaines où progresser, choisir ce que l'on va apprendre et persévérer avec discipline. Ce fut ma démarche et elle a ouvert mon horizon, vient ensuite l'écart de temps. Ce n'est pas le bon moment. Nous décidons souvent de changer sans passer à l'action. Comme disait mon père,
Entre décider et faire, il y a une différence. Plus on tarde, moins on agit. C'est la loi de l'intention décroissante. Pour grandir, il faut commencer maintenant, même si l'on ne se sent pas prêt. Un autre obstacle est l'écart d'erreur, la peur de se tromper. Mais la croissance passe nécessairement par des erreurs. Chaque échec est une façon différente d'apprendre. J'ai moi-même écrit « Failing Forward » pour transmettre cette vérité. Avancer, c'est accepter de trébucher. De même, l'écart de perfection paralyse ceux qui veulent se trouver le meilleur moyen avant de se lancer. En réalité, le chemin se révèle en avançant comme une route la nuit où l'on ne voit que quelques mètres à la fois. La solution est simple. Commencer et le reste se dévoilera. Le manque d'inspiration constitue un autre frein. Beaucoup attendent de ressentir la motivation avant d'agir. Mais la motivation vient après l'action. Pas avant, fais-le, écrivait un auteur anonyme, et le désir de continuer viendra. Au début, je n'avais pas d'élan particulier, seulement la conviction que cela valait la peine. Avec le temps, les résultats m'ont donné l'envie de poursuivre. Un piège fréquent est aussi l'écart de comparaison. Quand on se mesure aux autres, on peut se sentir inférieur. J'ai souvent été intimidé par des leaders plus expérimentés. Pourtant, c'est grâce à eux que j'ai appris. Sortir de sa zone de confort est difficile, mais c'est la seule voie pour progresser. Enfin, il y a l'écart d'attente, croire que la croissance sera facile. La réalité est différente. Tout succès repose sur une équation simple. Préparation, croissance, plus attitude, plus opportunité, plus action, plus chance. La croissance demande du temps et de la persévérance. Comme le disait Jim Rohn, vous ne pouvez pas changer de destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer de direction du jour au lendemain. Ces 8 croyances fausses entretiennent le fossé entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. Pour combler cet écart, il faut choisir la croissance intentionnelle. Mais comment amorcer ce changement? Tout d'abord, posez-vous la grande question maintenant. Jusqu'où puis-je aller? La croissance est un voyage à vie. Plus tôt vous commencez, plus les résultats s'accumulent. Ensuite, faites-le maintenant. N'attendez pas que toutes les conditions soient réunies. La croissance est un processus progressif, mais elle exige une décision immédiate. J'ai appris que le mieux qu'on puisse faire est de tirer le maximum de ce que l'on a reçu, en investissant en soi, pour devenir la meilleure version possible de soi-même. Plus vous développez vos talents et vos qualités, plus votre potentiel s'élargit et plus vous pouvez aller loin. Au fond, la croissance personnelle est un engagement envers soi-même. Elle ne dépend pas de circonstances extérieures, mais d'un choix intérieur, celui de s'améliorer chaque jour, intentionnellement. Elle transforme nos compétences, nos relations, notre vision de la vie et notre capacité à saisir les opportunités. Elle demande du courage pour affronter ses erreurs, de la discipline pour maintenir l'effort et de l'humilité pour apprendre des autres. Aujourd'hui encore, je regarde en arrière et je mesure l'impact colossal de cette décision prise dans ma jeunesse. Si je n'avais pas choisi la croissance, ma vie aurait pris une toute autre direction. Ce choix a façonné mon caractère, élargi mon influence et donné un sens plus profond à mon existence. En résumé, le secret n'est pas de travailler plus dur, ni d'espérer que le temps ou la chance arrange tout. Le véritable secret réside dans une décision, celle de grandir intentionnellement chaque jour. À partir de là, les portes s'ouvrent, les opportunités se multiplient et notre potentiel commence enfin à se réaliser. Chapitre 2. La loi de la conscience, vous devez vous connaître pour grandir. En 2004, le film 50 First Dates, avec Adam Sandler et Drew Barrymore, racontait l'histoire d'une femme incapable de créer de nouveaux souvenirs après un accident. Chaque jour, elle revivait le passé comme si rien n'avait changé. Si la trame semble légère et romanesque, elle rappelle pourtant un cas réel et bien plus dramatique, celui d'Henry M., étudié par les neuropsychologues depuis les années 1950, Henry souffrait d'épilepsie sévère. À 27 ans, il subit une opération expérimentale qui supprima ses crises, mais le priva de mémoire à court terme. Il était incapable de retenir la moindre nouvelle information. Il ne se souvenait ni des médecins, ni de ce qu'il avait mangé,
ni même du chemin de sa nouvelle maison. Sa vie resta figée, sans possibilité d'apprentissage ni de croissance. Tragédie humaine, mais aussi illustration d'un principe. Sans conscience de soi et sans mémoire, aucune évolution n'est possible. De la même manière, une personne qui cherche à grandir sans se connaître ressemble à Henri M. Elle reste prisonnière de l'instant, incapable de progresser. Pour évoluer, il faut d'abord se situer, savoir qui l'on est, quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses passions et ses possibilités. Se connaître, c'est lire le fameux « Vous êtes ici » sur une carte avant de pouvoir tracer son chemin. Sans cela, impossible de définir une direction et encore moins d'atteindre son potentiel. L'auteur distingue 3 types de personnes face à leur orientation de vie. Ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Confus, ils manquent de but et se contentent de dériver. Ils n'ont pas de direction claire et donc pas de croissance intentionnelle. Leur potentiel reste inexploité. 2. Ceux qui savent ce qu'ils aimeraient faire mais ne passent de pas à l'action. Bloqués par la peur, la paresse ou les responsabilités, ils vivent dans la frustration permanente entre leur réalité et leurs aspirations. 3. Ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui le font. Ces personnes alignent passion, action et objectifs. Leur vie est remplie, car elles avancent dans la voie pour laquelle elles se sentent créées. La majorité, cependant, reste dans la première catégorie. Le problème n'est pas tant le manque de désir que l'absence de clarté. Elles ne se connaissent pas assez pour définir une trajectoire, et se connaître n'est pas toujours simple. Déjà en 1907, Woodrow Wilson observait que la société vivait dans la confusion et la dispersion, agitée mais sans vision, manquant de direction réfléchie. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui. Le défi est circulaire. Pour développer son potentiel, il faut se connaître, mais pour se connaître, il faut croître. La solution est donc d'explorer la croissance tout en explorant son identité. Autrement dit, avancer pas à pas, laisser ses passions guider ses premiers choix, puis affiner son chemin grâce à l'expérience et à l'apprentissage. L'auteur illustre cela par son propre parcours. Sa passion initiale était le ministère. Il décida donc de croître dans des domaines essentiels à ce rôle. Les relations, l'équipement, la capacité à développer les autres, l'attitude et le leadership. En se formant, il découvrit en lui un véritable amour pour le leadership, qui devint un axe majeur de sa croissance personnelle pendant 40 ans. Peu à peu, d'autres passions et priorités se révélèrent. La foi, la famille, la communication et la créativité. Ainsi, passion et croissance s'alimentent mutuellement. Nathaniel Branden, psychothérapeute, résume ce principe. La première étape vers le changement est la prise de conscience. La deuxième est l'acceptation. Connaître et accepter qui l'on est permet de bâtir sur une base solide. Pour aider à ce processus, l'auteur propose une série de 10 questions fondamentales, dont les premières concernent la découverte de sa passion et de son objectif. 1. Aimez-vous ce que vous faites aujourd'hui ? Beaucoup de personnes poursuivent un travail qu'elles n'aiment pas. Certes, il faut parfois accepter un emploi alimentaire, mais rester toute une vie dans une activité insatisfaisante mène au regret. Le philosophe Abraham Kaplan rappelait que si la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, alors une vie non vécue mérite d'être interrogée. Rester dans une situation que l'on déteste comporte autant de risques que d'oser changer. La vraie question est, avec quel risque souhaitez-vous vivre ? 2. Qu'aimeriez-vous faire ? Trouver sa passion est intimement lié à l'accomplissement de son potentiel. Maria Bartiromo, journaliste, observe que toutes les personnes à succès qu'elle a rencontrées connaissaient de bien leurs capacités et aspirations. La passion génère énergie et excellence. Elle donne un avantage incomparable car une personne passionnée vaut plus que 99 simplement intéressés. L'auteur raconte qu'au lycée, il manquait de motivation. Mais en entrant à l'université, où ses activités correspondaient à son objectif, il fut transformé par l'enthousiasme. Aujourd'hui encore, il refuse l'idée de retraite, car travailler dans sa passion n'est pas une contrainte mais une joie. Le conseil est clair, écoutez votre cœur. 3.
Pouvez-vous réellement faire ce que vous aimeriez faire? Un rêve n'a de valeur que s'il correspond à ses dons et à ses opportunités. L'histoire de Bobby, chef de louange malheureux qui rêvait de devenir présentateur officiel d'une équipe de baseball, illustre le décalage entre désir et compétence. Sans talent ni occasion, un tel rêve devient une condamnation à l'insatisfaction. Warren Bennis propose 3 critères pour vérifier la faisabilité d'un projet. Connaissez-vous la différence entre ce que vous voulez et ce dans quoi vous êtes doué? Savez-vous ce qui vous motive et vous satisfait réellement? Vos valeurs et vos priorités sont-elles alignées avec celles de l'environnement où vous voulez évoluer? Répondre honnêtement à ces questions évite de gaspiller sa vie à poursuivre une illusion. Comme le dit Samuel Johnson, presque chaque homme gaspille une partie de sa vie à essayer de montrer des qualités qu'il ne possède pas. L'essentiel est de découvrir son unicité et de la développer. 4. Savez-vous pourquoi vous voulez faire ce que vous aimeriez faire? Les motivations sont cruciales. Faire les choses pour de bonnes raisons fournit une force intérieure dans les moments difficiles, favorise des relations saines et clarifie la vision. Un objectif poursuivi avec intégrité allège la vie et apporte la paix intérieure. Carl Jung l'exprimait ainsi: « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Ces 4 premières questions aident à déterminer quoi faire. Elles relèvent de la loi de la conscience, se connaître pour grandir. Mais il faut aller plus loin, car savoir ce que l'on veut ne suffit pas. Il faut aussi bâtir un plan. 5. Savez-vous quoi faire pour pouvoir faire ce que vous voulez faire? Passer de son état actuel à l'endroit désiré est un processus. La première étape est la conscience. Darren Hardy, éditeur du magazine Success, explique que le changement commence par l'observation lucide de ses choix actuels et de leurs conséquences. Sans conscience de la direction que l'on prend, impossible de corriger sa trajectoire. Chacun devrait donc s'arrêter pour examiner honnêtement où mènent ses habitudes, ses activités et ses décisions. Ainsi, la croissance personnelle est à la fois un chemin intérieur et une discipline pratique. Elle demande d'écouter son cœur, de comprendre ses dons, d'aligner ses valeurs et ses motivations, puis d'agir avec intentionnalité. Le potentiel ne s'épanouit pas par hasard. Il se révèle à travers un processus continu de connaissance de soi, de choix conscients et d'engagement envers la passion. Chapitre 3. La loi du miroir. Vous devez voir la valeur en vous-même pour ajouter de la valeur à vous-même. Chaque être humain porte en lui les graines du succès. Ces graines sont précieuses, mais elles ne poussent pas toutes seules. Elles ont besoin d'être cultivées, arrosées et nourries. Pourtant, trop de gens passent à côté de cette croissance et quittent ce monde sans avoir libéré le potentiel qui sommeillait en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Parce qu'ils se voient à travers le prisme de leurs blessures, de leurs échecs et des paroles négatives qui les ont façonnés. C'est ce qui arrive lorsque l'estime de soi s'éteint. Les possibilités, aussi vastes soient-elles, restent comme une terre en friche. Et tant que l'on ne se voit pas comme quelqu'un de digne de réussir, il est impossible de franchir le pas. L'histoire de Jonetta McSwain illustre à merveille cette réalité. Jonetta n'a pas grandi avec des rêves, mais avec des cicatrices, rejetée par sa mère, élevée dans un foyer où les abus psychologiques, physiques et sexuels faisaient partie du quotidien. Elle a grandi, persuadée de n'avoir aucune valeur. À 5 ans, elle croyait déjà être une enfant abandonnée et inférieure. Les années suivantes n'ont fait que renforcer cette conviction. Quand d'autres imaginaient l'avenir, elle se contentait de survivre. Elle a quitté l'école, a eu 2 enfants sans mariage et vivait de l'aide sociale et du vol à l'étalage. À 30 ans, le miroir est devenu son juge. Ce jour-là, elle a compris qu'elle n'avait rien à célébrer. Pas de maison, pas d'argent, pas d'avenir. Juste 2 garçons qu'elle risquait de voir répéter le même schéma destructeur que les hommes de sa famille. Alors elle a pris une décision, changer. Pas seulement pour elle, mais pour eux. Son premier pas fut le plus difficile. Reprendre ses études. Elle a échoué d'un demi-point à l'examen du GD, mais elle a persisté et réussi.
Puis elle a quitté Birmingham pour Atlanta, décidée à recommencer sa vie. Pour la première fois, elle osait rêver d'université. Elle avait 33 ans lorsqu'elle a franchi les portes de Kennesaw State. Intimidée, elle se disait qu'elle n'était pas intelligente, mais elle a choisi d'être déterminée. Elle a étudié auprès des meilleurs, s'est accrochée à la vision de son diplôme au point d'essayer la toge et la casquette de fin d'études avant même d'y arriver. Et puis un jour, un déclic. En entendant une camarade dire « Je ne m'aime pas », elle a répondu spontanément « Tu peux t'aimer si moi j'ai appris à m'aimer ». Pour la première fois, elle prenait conscience qu'elle s'aimait vraiment. Sa transformation était en marche. 3 ans plus tard, elle obtenait sa licence, puis une maîtrise en travail social. Aujourd'hui, elle poursuit un doctorat. Elle est devenue celle qu'elle voulait être. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme, mais une leçon universelle. Quand on commence à se valoriser, tout change. L'estime de soi est la clé qui ouvre la porte du potentiel. Zig Ziglar l'a dit avec justesse. Il est impossible de se comporter constamment d'une manière incompatible avec la façon dont nous nous percevons. Si nous nous voyons petits, nous agirons petits. Si nous nous voyons incapables, nous nous arrêterons avant même d'avoir commencé. L'image que nous avons de nous-mêmes fixe un plafond à notre réussite. Alors, comment briser ce plafond ? Comment apprendre à se voir autrement ? L'auteur propose des chemins concrets. La première étape consiste à veiller sur son discours intérieur. Chacun de nous se parle sans cesse. Ce langage intérieur peut être une source de force ou un poison. Si nous nous répétons chaque jour que nous ne valons rien, nous finirons par y croire. Mais si nous décidons de nous encourager, de reconnaître nos efforts et de voir nos erreurs comme des leçons, nous commencerons à bâtir une image nouvelle. Comme le disait la petite locomotive du conte, « Je crois que je peux ». Ces mots simples, répétés, ont le pouvoir de transformer une vie. La deuxième étape est d'arrêter les comparaisons. Pendant longtemps, l'auteur lui-même tombait dans ce piège. Mesurer ses résultats à ceux des autres. Mais cette habitude n'apporte que frustration ou orgueil, jamais croissance. La seule comparaison utile est avec soi-même. Suis-je meilleur aujourd'hui qu'hier ? Ai-je progressé, même un peu ? Si la réponse est oui, alors je suis sur le bon chemin. La troisième étape est de dépasser ces croyances limitantes. Trop souvent, nous plaçons nous-mêmes des barrières à nos rêves. Nous nous disons que ce n'est pas pour nous, que nous ne sommes pas assez doués, pas assez instruits, pas assez forts. Mais ces barrières ne sont que des illusions. Comme l'affirmait Charles Schwab, quand un homme met une limite à ce qu'il veut faire, il met une limite à ce qu'il peut faire. Le secret est de remplacer ces pensées négatives par des affirmations positives et de les répéter jusqu'à ce qu'elles façonnent une nouvelle identité. La quatrième étape consiste à ajouter de la valeur aux autres. Rien n'élève autant l'estime de soi que le fait de contribuer à la vie de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on se donne, lorsqu'on sert, on cesse de se voir comme une victime. On se découvre capable de créer un impact. Et en retour, les autres nous accordent plus de valeur, renforçant ainsi le cercle vertueux. Enfin, la cinquième étape est de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Chaque fois que nous restons fidèles à nos valeurs, nous gagnons en dignité et en force intérieure. À l'inverse, céder à la facilité ou au compromis nous ronge de l'intérieur et détruit notre confiance. C'est pas simple mais puissant, ouvre le chemin d'une transformation durable. Car la vérité est claire, personne ne peut dépasser l'image qu'il a de lui-même. Si vous croyez valoir peu, vous vivrez en dessous de vos possibilités, mais si vous choisissez de croire en votre valeur, vous libérerez une énergie insoupçonnée. L'histoire de Johnetta McSwain en est la preuve éclatante. Malgré les blessures, malgré les humiliations, malgré une enfance brisée, elle a choisi un jour de se dire « Je peux être celle que je veux être ». Et cette conviction a changé le cours de son existence. C'est cela, le pouvoir de l'estime de soi positive. Ce n'est pas seulement une idée théorique, mais une force capable de briser les chaînes du passé et de transformer les rêves en réalité. Chapitre 4. La loi de la réflexion. Apprendre à faire une pause permet à la croissance de vous rattraper. Il existe de nombreuses manières de grandir dans la vie, mais certaines leçons
ne se révèlent que lorsque nous nous arrêtons un instant pour les accueillir. C'est ce que l'auteur a découvert en mars 2011, lors d'un voyage en Ukraine. Invité à parler devant des milliers d'hommes d'affaires à Kiev, il rencontre son traducteur peu avant son discours. Ce dernier, avec franchise, lui confie que dans ce pays marqué par le communisme et la corruption, les gens n'ont plus confiance en leurs dirigeants, car ceux-ci n'ajoutent pas de valeur à la vie des autres. Cette remarque résonne profondément en lui. Touché par cette vérité, il se retire un instant pour réfléchir. La tristesse l'envahit en pensant à ces hommes et femmes découragés, abattus par des décennies de cynisme. Alors il se pose une question, que pouvait-il leur offrir? La réponse était simple, son cœur. Il pouvait leur dire qu'il comprenait leur réalité, qu'il serait sans doute devenu comme eux s'il avait grandi dans un tel contexte. Mais il pouvait aussi leur montrer qu'il existe une voie plus haute, celle de leader qui ajoute de la valeur à la vie des autres. Ainsi, il adapte son discours. Dès le début, il répète une phrase simple mais sincère « Je m'appelle John et je suis ton ami ». Les auditeurs, d'abord méfiants, finissent par l'attendre puis par la répéter entre eux petit à petit, la glace se brise. Ils comprennent que ce n'est pas seulement un conférencier venu livrer un message préparé, mais un homme qui se soucie réellement d'eux. Ce jour-là, il ne s'est pas contenté de parler, il a ajouté de la valeur. Et cela n'aurait pas été possible sans un arrêt, une pause. C'est là qu'il a découvert ce qu'il appelle la loi de la réflexion. La croissance exige des moments de recul, où l'on laisse nos expériences se transformer en compréhension. Trop souvent, nous croyons que l'expérience est le meilleur professeur, mais l'expérience seule ne suffit pas. Ce qui enseigne, c'est l'expérience évaluée. Vivre sans réfléchir, c'est passer à côté de ses propres leçons. L'auteur illustre cela par une anecdote. Une usine produisait les meilleurs fouets pour diligence, toujours plus perfectionnés. Mais elle ne vit pas venir l'automobile et disparut. Elle avait l'expérience, mais pas la réflexion. La première vérité est donc claire, la réflexion transforme l'expérience en perspicacité. Vient ensuite une deuxième leçon. Tout le monde a besoin d'un temps et d'un lieu pour faire une pause. Dans un monde où nous courons d'un engagement à l'autre, nous avons besoin d'un espace de silence pour réfléchir. Ces pauses nous permettent de transformer les marqueurs de vie, ces événements qui nous marquent en créateurs de vie, capables de nous transformer en profondeur. Sans pause, on risque de passer à côté du sens de ce que l'on vit. La troisième vérité est que faire une pause avec intention élargit la pensée. Les grands leaders, les artistes, les penseurs ont tous cultivé le temps de solitude. Ils savaient que la réflexion donne une perspective que l'action seule n'apporte pas. Une minute de réflexion vaut parfois plus qu'une heure de conversation. Dans l'agitation, on perd de vue l'essentiel. Dans la solitude, on le retrouve. La quatrième vérité est que réfléchir exige d'utiliser ses jeux. L'auteur distingue 4 dimensions de cette réflexion. L'enquête, chercher au cœur de ses expériences les vérités qu'elles recèlent, comme un détective qui débusque l'évidence cachée. L'incubation, laisser une idée mijoter dans son esprit. La méditer doucement jusqu'à ce qu'elle révèle un sens plus profond. L'éclairage, ces moments aha, où la compréhension jaillit soudain comme une ampoule qui s'allume. L'illustration, donner chair aux idées, en les reliant à des histoires, des exemples concrets qui leur donnent vie. Réfléchir, ce n'est donc pas seulement ralentir, c'est aussi enquêter, méditer, attendre l'inspiration, puis donner forme aux idées pour les rendre utiles. Mais comment nourrir cette réflexion? Par les questions. L'auteur insiste, ce sont les bonnes questions qui mènent aux bonnes réponses. Les personnes qui réussissent posent de meilleures questions et leur vie en est transformée. Il partage quelques-unes de ses propres interrogations, celles qui lui ont permis de mieux se connaître. Quel est mon plus grand atout? Pour lui, c'est son attitude positive, héritée de son père et renforcée par sa femme. Cette conviction l'encourage à cultiver encore plus cette force et à l'offrir aux autres. Quelle est ma plus grande faiblesse? Ses attentes irréalistes. Optimiste, il sous-estime souvent le temps et les efforts nécessaires.
Reconnaître cette limite lui a permis d'être plus réaliste et d'épargner à son équipe des échecs évitables. Quel est mon plus haut sommet? Sa famille, source de ses plus grandes joies. Quel est mon plus bas creux? Ironiquement, aussi la famille, car aimer profondément signifie accepter de ne pas pouvoir contrôler les choix des siens. Ces questions et les réponses qu'elles suscitent nourrissent la croissance. Elles montrent que la réflexion n'est pas un luxe, mais une discipline de vie. L'auteur en tire une conviction profonde. La réflexion est comme une pause qui rafraîchit, comparable au vieux slogan de Coca-Cola. Mais ici, elle ne rafraîchit pas seulement le corps. Elle éclaire l'esprit, nourrit l'âme et oriente l'action. Faire une pause, ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner. C'est permettre à la croissance de nous rattraper, c'est donner du sens à nos expériences au lieu de les laisser filer comme de simples souvenirs. C'est trouver des réponses aux grandes questions de notre vie et tracer un chemin plus clair pour l'avenir. Ainsi, la loi de la réflexion s'impose comme une étape essentielle de toute croissance personnelle. Sans elle, nous risquons de vivre beaucoup, mais d'apprendre peu, d'agir beaucoup, mais de progresser peu. Avec elle, chaque expérience, même douloureuse, peut devenir une source de sagesse et un tremplin vers un avenir meilleur. Chapitre 5. La loi de la cohérence. La motivation vous fait avancer, discipline vous permet de grandir. Quand j'ai commencé à parler en public, je croyais que la clé du changement se trouvait dans la motivation. Je me voyais comme un catalyseur d'énergie, quelqu'un capable d'allumer une flamme dans le cœur des gens. Et à vrai dire, j'y parvenais souvent. J'adorais voir les visages s'illuminer, sentir l'enthousiasme monter dans la salle. Parfois, je plaisantais en disant que je voulais tellement inspirer les gens qu'ils seraient prêts à charger l'enfer avec un simple pistolet à eau. Mais, avec le temps, une vérité plus subtile s'est imposée à moi. L'effet de la motivation, aussi intense soit-il, ne dure jamais. Je voyais des personnes repartir avec des étoiles dans les yeux, gonflées de bonnes intentions, puis revenir quelques mois plus tard exactement là où elles en étaient avant. Leur énergie avait fondu, leur résolution s'était dissipée. J'ai fini par comprendre que si la motivation allume le feu, seule la discipline entretient la flamme. C'est ainsi que j'ai découvert ce que j'appelle la loi de la cohérence. Sans constance, il n'y a pas de croissance durable. On peut être motivé un jour et découragé le lendemain. On peut décider aujourd'hui de changer et oublier demain ses résolutions. Mais quand on apprend à répéter jour après jour les petites disciplines qui nourrissent la vie, alors la transformation devient possible. La cohérence, voilà le secret de ceux qui vont loin. Au fil de mes années d'enseignement, j'ai souvent invité les gens à se poser 4 questions, des questions simples, mais qui ouvrent des portes insoupçonnées. La première est celle-ci. Sais-tu ce que tu dois améliorer? La plupart des gens répondent de vaguement « Je veux réussir, je veux être heureux, je veux progresser ». Mais ces mots restent abstraits. Beaucoup se concentrent uniquement sur leur métier, sur les compétences nécessaires pour accomplir une tâche. Ils oublient que la véritable clé du succès n'est pas d'améliorer ce que l'on fait, mais d'améliorer qui l'on est. Je l'ai appris à mes dépens. Si je m'étais contenté d'affiner mes talents de communicateur, ma vie aurait été limitée à une carrière d'orateur. Mais en travaillant sur moi-même, en élargissant ma vision, en cultivant mon caractère, j'ai vu s'ouvrir des portes insoupçonnées. Je suis devenu auteur, leader, bâtisseur d'organisation, mentor. Ce n'est pas mon métier qui m'a transformé, c'est la croissance personnelle. Et cette croissance n'a rien d'automatique. Elle demande un choix chaque jour. La deuxième question est « Sais-tu comment t'améliorer ?» Là encore, beaucoup se heurtent à une impasse. Ils sentent qu'ils devraient changer, mais ignorent par où commencer. Au début de ma carrière, je croyais que mon rôle se limitait à motiver. Puis j'ai compris que je devais aussi enseigner. Les gens n'ont pas seulement besoin d'énergie, ils ont besoin de direction. Et pour trouver cette direction, il faut accepter d'avancer pas à pas. Comme le jardinier novice qui veut planter trop d'arbres et se décourage, celui qui veut grandir doit commencer petit.
traverser le terrain sans trébucher avant de rêver d'un championnat, savoir célébrer les modestes victoires parce qu'elles préparent les grandes. J'ai aussi appris que la patience est indispensable. Voilà un mot que je n'aimais pas. J'ai toujours voulu que tout aille vite, mais la vie m'a enseigné que les choses les plus précieuses prennent du temps. Toutes les disciplines semblent lourdes au départ, puis deviennent plus légères à force de pratique. Les défaites d'hier deviennent les leçons d'aujourd'hui. Et un jour, presque sans s'en rendre compte, on réalise qu'on a grandi. Vient ensuite la troisième question. Sais-tu pourquoi tu veux t'améliorer ? Le pourquoi est plus fort que le comment. Sans lui, tout s'essouffle. C'est lui qui donne du sens aux efforts répétés, aux heures silencieuses où rien ne semble changer. Quand j'étais enfant, ma mère avait une manière simple de me convaincre d'accepter ce que je n'aimais pas. Mange tes légumes, disait-elle, et tu auras du dessert. Derrière chaque effort, elle plaçait une raison. Et je crois que c'est l'un des plus grands secrets de la persévérance. Si ton « pourquoi » est faible, chaque difficulté devient une montagne. Mais si ton « pourquoi » est fort, rien ne peut t'arrêter. Il devient ton moteur, ta boussole. Il te pousse à recommencer quand tu échoues, à continuer quand tu es fatigué, et c'est ce « pourquoi » qui nourrit la cohérence. Enfin, la quatrième question, sais-tu quand tu dois t'améliorer ? La réponse est toujours la même, aujourd'hui pas demain. Pas un jour où les circonstances seront plus favorables. Pas quand tu auras plus de temps, plus d'argent, plus d'expérience. Si tu attends, tu n'agiras jamais. Le bon moment, c'est maintenant. La croissance commence aujourd'hui ou elle ne commence jamais. Au fond, la loi de la cohérence n'est pas un grand secret réservé à une élite. Elle se cache dans les petits gestes quotidiens. Lire 15 minutes, écrire quelques lignes, mettre de côté une petite somme. Prendre le temps d'écouter un proche, boire un verre d'eau de plus. Ce sont des choses si petites qu'elles paraissent insignifiantes. Mais répétées chaque jour, elles façonnent un caractère, elles bâtissent une vie. Le problème, c'est que les résultats ne sont pas immédiats et parce que nous vivons dans un monde pressé, beaucoup abandonnent avant d'avoir vu la récolte. Ils s'arrêtent au milieu du chemin sans savoir qu'ils étaient si proches du but, mais ceux qui persévèrent, ceux qui restent fidèles aux petites disciplines, découvrent un jour la puissance de la cohérence. Je pourrais résumer cette loi en une image simple. La motivation est comme une étincelle qui allume un feu. La discipline, c'est le bois que l'on ajoute pour l'entretenir. Et la cohérence, c'est l'habitude de toujours revenir nourrir ce feu, jusqu'à ce qu'il devienne un brasier capable d'éclairer toute une vie. Alors, ne te demande pas si tu es motivé aujourd'hui. Demande-toi plutôt si tu es prêt à être cohérent, car c'est la cohérence, bien plus que la passion passagère, qui te mènera vers ton plein potentiel. Chapitre 6. La loi de l'environnement. La croissance prospère dans un environnement propice. La vie place chaque être humain devant une vérité incontournable. Vient toujours un moment où il faut changer d'environnement pour pouvoir grandir. Cette réalité est évidente pour ceux qui, comme Jonetta McSwain, ont grandi dans la souffrance et la violence. Mais elle concerne aussi ceux qui évoluent dans des environnements favorables. Même lorsque tout semble idéal, le confort peut devenir un frein. La croissance ne se nourrit pas de repos prolongé, mais de défis, de mouvements et de courage. J'ai grandi dans un foyer rempli de chaleur et d'amour. Mes parents étaient attentifs, mon éducation solide, ma vie stable. Pourtant, après moins de 10 ans de carrière, je me suis retrouvé bloqué. Devenu leader d'église à seulement 22 ans, j'étais arrivé trop vite au sommet. Beaucoup auraient vu cela comme une réussite, mais je découvris que si vous êtes toujours en tête de classe, c'est probablement que vous êtes dans la mauvaise classe. On progresse davantage lorsque l'on se retrouve entouré de personnes plus grandes que soi. Quitter cette église fut une décision douloureuse, mais mon père, lui-même profondément engagé dans l'organisation, m'encouragea à partir. Il savait qu'on peut changer sans grandir, mais qu'on ne peut pas grandir sans changer. Certaines choses sont immuables, mon passé, mes origines, mes parents. Je ne peux pas les modifier, seulement mon attitude face à eux. Mais mes habitudes, mes choix, mon environnement sont des réalités que je peux transformer
C'est là que réside le pouvoir du changement. Je pris alors le temps d'examiner honnêtement ma situation. J'avais atteint le sommet trop tôt. Je n'étais plus stimulé et je ne voyais plus de perspectives nouvelles. Il fallait un sol plus fertile. On raconte l'histoire d'une femme qui acheta un perroquet, espérant qu'il parlerait. Mais l'oiseau restait silencieux. Sur les conseils du vendeur, elle lui ajouta un miroir, puis une échelle, puis une balançoire. Finalement, le perroquet mourut, faute de ce dont il avait besoin, de la nourriture. Ainsi en est-il de nous. Changer des détails extérieurs n'a pas de sens si l'on ne nourrit pas ce qui est essentiel. Changer de lieu ne suffit pas, il faut aussi changer soi-même. L'un sans l'autre produit peu de résultats, mais les deux ensemble accélèrent la croissance. Je m'étais fixé des règles, rechercher toujours la compagnie de personnes meilleures que moi, chercher des situations qui me défient, nourrir mes rêves et accepter mes échecs comme étape. Il fallait quitter ma zone de confort. J'avais appris d'Elmer Towns le principe du hot poker. De la même manière qu'un métal posé au feu devient brûlant, nos vies s'élèvent au contact de gens inspirants, de lieux stimulants et d'expériences marquantes. Peu de choses influencent autant notre destinée que les personnes que nous fréquentons. Des chercheurs ont montré que 95% de nos réussites ou de nos échecs dépendent directement de notre entourage. Jim Rohn disait que nous devenons la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Sue Enquist, une entraîneuse respectée, parlait de la règle des 33%. Un tiers des gens nous tirent vers le bas, un tiers suivent le courant, un tiers nous tire vers le haut. Ce sont avec ces derniers que nous devons passer du temps. Leur énergie, leur sagesse et leur passion nous élèvent. Avoir un partenaire responsable est aussi une aide précieuse. Il nous garde fidèles à nos engagements. Un nouvel environnement, aussi favorable soit-il, reste stérile si nous ne l'exploitons pas. Être inscrit dans une salle de sport ne fait pas de nous un athlète. Il faut s'entraîner, se dépasser, transpirer. Je pris l'habitude de rendre publics mes objectifs, car cela m'obligeait à plus de discipline. Chaque semaine, je cherchais une occasion de grandir, une rencontre, une lecture, une conférence. Et je préparais toujours mes questions pour tirer le meilleur de ces expériences. La croissance ne vient pas par hasard, mais par une intention répétée jour après jour. Je découvris aussi l'importance de me concentrer sur le présent. Le passé est figé, l'avenir incertain. Seul le présent nous appartient. Aujourd'hui commence tout ce qui va arriver, disait Harvey Firestone Jr. La croissance se construit dans l'instant. Mais grandir ainsi attire inévitablement des critiques. Toute personne qui change de cap est jugée. Emerson avait raison. Quel que soit le chemin choisi, quelqu'un dira toujours que vous avez tort. Lorsque je refusais une promotion prestigieuse dans mon organisation pour suivre ma conviction, certains me condamnèrent. Mais j'avais appris que l'opinion des autres ne doit jamais devenir notre réalité. Personne n'a donné la permission de poursuivre son propre chemin. Avec le temps, je compris qu'un leader ne doit pas seulement chercher son propre environnement de croissance, mais aussi en créer un pour les autres. Le rôle d'un dirigeant n'est pas simplement d'aider ses collaborateurs à bien faire leur travail, mais de bâtir un cadre où ils peuvent devenir meilleurs qu'ils ne l'auraient imaginé. Un lieu où l'échec est permis, où les rêves sont encouragés, où chacun se sent poussé à sortir de sa zone de confort. Un leader prépare un sol fertile et donne à son équipe l'envie d'y rester et de s'y développer. La loi de l'environnement nous rappelle que la croissance n'arrive jamais par hasard. Elle fleurit dans un terrain préparé, entretenu, nourri. Elle demande le courage de quitter ce qui est familier, la lucidité d'examiner ce qui nous entoure, la discipline de nous mettre au défi et la persévérance de continuer malgré les critiques. Changer d'environnement, c'est choisir de libérer son potentiel et offrir à sa vie l'espace nécessaire pour s'élever toujours plus haut. Chapitre 7. La loi du design. Pour maximiser la croissance, développez des stratégies. Quelle est votre période préférée de l'année? C'est Noël? C'est quand tu fêtes ton anniversaire? Ou quand les fleurs fleurissent au printemps? Ou vos vacances d'été? Ou quand les enfants retournent à l'école? Ou le début de la saison de football? Ou quand les feuilles changent? C'est quand? Je peux vous dire le mien.
C'est la semaine après Noël. La semaine suivante, Noël est une période de réflexion et de planification stratégique, comme le souligne l'auteur dans le texte fourni. Cette période est consacrée à l'évaluation de l'année écoulée et à la définition d'objectifs pour l'avenir. L'auteur décrit un processus méticuleux de révision de son calendrier, d'évaluation de ses engagements et d'identification des domaines d'amélioration. Cette approche stratégique de la vie, bien que personnelle, cette art offre des leçons universelles sur la croissance personnelle et la maximisation du potentiel. L'un des principaux enseignements tirés de cette période de réflexion est l'importance de la simplicité. L'auteur cite Neil Cole qui souligne l'importance de stratégies personnelles, reproductibles et transférables. Cela suggère que les stratégies de croissance doivent être faciles à comprendre et à appliquer pour être efficaces. De plus, l'auteur met en évidence l'importance de concevoir sa vie plutôt que sa carrière. Reese Witherspoon est citée pour avoir souligné que la planification de la vie est essentielle pour que la carrière se déroule naturellement. Cela implique de se concentrer sur ses valeurs et de prendre des décisions qui y sont conformes. L'auteur souligne également que la vie n'est pas une répétition générale. Il n'y a pas de seconde chance pour faire les choses correctement. Il faut donc faire de son mieux dès le début. L'auteur cite l'étude de Gerald Bell sur les cadres supérieurs à la retraite qui ont regretté de ne pas avoir pris en charge leur vie et de ne pas s'être fixé des objectifs plus tôt. Cela souligne l'importance de la proactivité et de la planification stratégique. Pour maximiser la croissance, l'auteur recommande de multiplier les estimations par 2. Cette approche permet de tenir compte des imprévus et de maintenir un optimisme réaliste. L'auteur souligne également l'importance de développer des systèmes pour atteindre ses objectifs. Les systèmes permettent d'obtenir des résultats extraordinaires de manière prévisible. L'auteur décrit ses propres systèmes pour la lecture, la prise de notes, la réflexion, l'écriture, la planification et d'autres activités. Les systèmes efficaces tiennent compte de la vue d'ensemble, utilisent les priorités, incluent la mesure, incluent l'application et emploient une organisation. Ils favorisent également la cohérence. L'auteur cite Stephen Covey qui souligne l'importance de commencer par la fin en tête. Il faut se concentrer sur les domaines essentiels à la réussite. L'auteur cite également Brian Tracy, qui souligne l'importance de se demander quelle est l'utilisation la plus précieuse de son temps en ce moment. La mesure est également essentielle. Jack Welch est cité pour avoir souligné l'importance de savoir où l'on se trouve, où l'on veut être et les chances d'y arriver. James Harrington souligne que la mesure est la première étape qui mène au contrôle et à l'amélioration. L'auteur cite également William Danforth qui souligne l'importance de l'action. Il ne suffit pas de planifier, il faut agir. L'auteur cite également Sidney G. Harris qui souligne l'importance de la cohérence. Le secret de la réussite se trouve dans la routine quotidienne. L'auteur cite l'histoire de Bill Musselman qui a créé un système et a eu la discipline de le suivre. L'auteur souligne que la cohérence est essentielle pour réussir à long terme. L'auteur cite également l'exemple de Harvey Penick qui a développé une stratégie pour enseigner le golf. Penick a enregistré ses observations et ses pratiques dans un petit cahier rouge. Il a également personnalisé les pratiques tout pour lui-même. En résumé, la semaine suivante, Noël est une période cruciale pour la réflexion et la planification stratégique. L'auteur souligne l'importance de la simplicité, de la planification de la vie, de la proactivité, de la multiplication des estimations, du développement de systèmes, de la vue d'ensemble, des priorités, de la mesure, de l'action, de l'organisation et de la cohérence. Ces principes, lorsqu'ils sont appliqués avec discipline, peuvent conduire à une croissance personnelle et à une réussite significative. Si vous travaillez sur vos objectifs travailleront sur vous. Si vous allez travailler sur votre plan ira à travailler sur vous. Toutes les bonnes choses que nous construisons finissent par nous construire. Jim Rohn. Ce texte de Jim Rohn, axé sur le développement personnel, met en lumière l'importance de la planification stratégique et de la mise en œuvre de systèmes pour atteindre ses objectifs. L'auteur propose une approche structurée pour concevoir sa vie, en insistant sur l'évaluation,
la création de systèmes et la simplification. L'objectif est de transformer les aspirations en actions concrètes et de favoriser une croissance personnelle durable. Le premier point essentiel est l'évaluation des domaines de vie qui requièrent une planification stratégique. L'auteur suggère une liste de domaines tels que la carrière, la foi, la famille, la santé, les loisirs, le mariage, la croissance personnelle et les vacances. L'idée est de prendre conscience des domaines qui reçoivent le plus d'attention et de se demander si l'approche actuelle est stratégique. Il est crucial de se poser des questions sur la cohérence entre les priorités déclarées et les actions menées. Cette étape d'auto-évaluation permet de définir les domaines à améliorer et de clarifier les objectifs. La deuxième étape consiste à développer ou à affiner des systèmes pour maximiser le temps et l'efficacité. L'auteur encourage à identifier les domaines d'amélioration, les problèmes rencontrés ou les opportunités à saisir. Pour chaque domaine, il est recommandé de créer un système qui prend en compte plusieurs éléments clés. Tout d'abord, la vue d'ensemble. Le système doit contribuer à l'atteinte des objectifs généraux. Ensuite, les priorités. Le système doit être en accord avec les valeurs et les engagements personnels. La mesure est également importante. Le système doit fournir un moyen tangible d'évaluer le succès. L'application est essentielle. Le système doit encourager l'action. L'organisation est un autre aspect à considérer. Le système doit permettre une meilleure utilisation du temps. Enfin, la cohérence est cruciale. Le système doit être facile à répéter régulièrement. L'auteur souligne l'importance de tester les systèmes pendant au moins 3 semaines avant de les évaluer. La troisième étape met l'accent sur la simplicité. L'auteur met en garde contre la complexité excessive des systèmes de développement personnel. Il propose un test simple. Expliquer le système à un ami. Si l'explication est claire et que l'ami ne propose pas une méthode plus simple, le système est probablement efficace. Cette approche vise à éviter la surcharge d'informations et à faciliter la mise en œuvre des stratégies. En résumé, le texte de Jim Rohn et les recommandations qui en découlent offrent un cadre pour concevoir sa vie de manière proactive. L'évaluation des domaines prioritaires, la création de systèmes efficaces et la simplification des approches sont les piliers de cette méthode. L'objectif est de transformer les aspirations en actions concrètes, de maximiser le temps et l'efficacité et de favoriser une croissance personnelle durable. L'accent mis sur la cohérence entre les valeurs et les actions, ainsi que sur la simplicité, permet de créer des habitudes positives et de s'assurer que les objectifs travaillent pour nous, comme le souligne la citation de Jim Rohn. Chapitre 8. La loi de la douleur. Bonne gestion des mauvaises expériences conduit à une grande croissance. La vie est une succession de saisons de joies et de douleurs, et chacun de nous porte en lui l'empreinte de ces expériences, surtout celles qui marquent profondément. Nous avons tous connu des jours où l'horizon semblait s'assombrir, où la douleur, sous ses formes multiples, nous a obligés à ralentir, à réfléchir, parfois même à nous arrêter, mais c'est précisément dans ces moments que se dessine la vérité de notre caractère. John McDonnell a dit un jour que chaque problème présente une personne à elle-même. C'est une affirmation saisissante de lucidité. Au cœur de la douleur, nous découvrons qui nous sommes vraiment. L'expérience négative agit comme un miroir, elle nous arrache à nos illusions, nous déstabilise, mais aussi, elle révèle en nous une force que nous n'imaginions pas. Le choix qui se présente alors est simple. Rester figé dans la souffrance ou laisser cette épreuve devenir une marche vers une vie transformée. Cheryl McGuinness illustre à merveille cette réalité. Son histoire n'est pas celle d'une douleur ordinaire, mais d'une tragédie nationale devenue une blessure intime. Un matin de septembre 2001, son mari, Tom, copilote du vol 11 d'American Airlines, est parti travailler comme à son habitude. Quelques heures plus tard, Cheryl vivait ce que toute épouse redoute. L'annonce brutale et irrévocable de la mort de son compagnon de vie Tom était à bord du premier avion qui frappa les tours du World Trade Center. En quelques instants, le monde bascula et la vie de Cheryl aussi. La douleur aurait pu la submerger au point de l'anéantir.
Elle aurait pu se perdre dans le désespoir, céder à la paralysie ou s'enfermer dans l'amertume. Mais au contraire, elle choisit un chemin différent, celui de la résilience. Dans son livre « Beauty Beyond the Ashes », écrit 3 ans après les attentats, Cheryl témoigne avec une lucidité impressionnante. Aussi injuste et impossible que cela paraisse, nous avons encore du travail à faire après une tragédie. La vie s'arrête un instant, mais elle ne s'arrête pas. Dans ces mots résonne la loi de la douleur, accepter l'inévitable, mais refuser de se laisser détruire par lui. Cheryl prit soin de ses enfants, apprit à diriger seule son foyer, affronta les jours de fête désormais vidés de la présence de Tom et transforma ses faiblesses en de nouvelles forces. Elle, qui n'avait jamais pris la parole en public, découvrit une voix nouvelle, portée par le désir de consoler et d'inspirer. Peu à peu, elle s'est relevée et au fil des années, sa douleur, loin de disparaître, est devenue le terreau d'une croissance intérieure. 10 ans après la tragédie, elle confiait qu'elle était devenue plus forte qu'avant. Voilà le miracle de la douleur bien traversée. Elle forge des êtres nouveaux, plus solides, plus profonds. Cheryl n'est pas un cas isolé. L'histoire humaine regorge de ces récits où la douleur, bien qu'injuste, devient un maître exigeant mais formateur. La question n'est donc pas de savoir si nous aurons mal, car nul n'échappe à la souffrance, mais comment nous allons y répondre. Certains se réfugient dans le déni, d'autres se figent dans l'amertume, d'autres encore, à l'image de Cheryl, choisissent de transformer leur plaie en passage. J'ai moi-même connu des douleurs diverses qui sur le moment semblaient des obstacles insurmontables, mais qui, avec le recul, se sont révélés être des catalyseurs de croissance. La douleur de l'inexpérience d'abord, jeune, je croyais que le succès serait immédiat, qu'il suffisait de vouloir pour obtenir. Mais mes premiers pas furent faits de maladresse, de faux pas, d'immaturité. Cette confrontation m'a appris la patience et l'importance de bâtir la confiance des autres avec le temps. Puis vint la douleur de l'incompétence. Je m'étais lancé dans le conseil, persuadé que je pouvais accompagner les gens alors que je n'avais ni le talent ni les outils. J'étais médiocre et cela m'a contraint à réorienter mes dons, découvrant ma véritable zone de force dans l'équipement des autres plutôt que dans l'accompagnement individuel. J'ai aussi connu la douleur de la déception. Un enfant que nous devions adopter nous a été retiré au dernier moment. Le vide laissé fut immense, mais cette déchirure précéda l'arrivée de Joel, qui devint une bénédiction inespérée. Puis, la douleur du conflit, une scission dans une église que je dirigeais, mit à nu mes limites de leader et m'obligea à creuser plus profondément dans mon rôle. La douleur du changement aussi, recommencer ailleurs, abandonner ce qui était familier pour entrer dans l'inconnu. Chaque fois, j'ai appris à voir dans la cassure une occasion de redéfinir mes priorités. Mais il y eut également des douleurs plus intimes, plus physiques. Une crise cardiaque à 51 ans m'a brutalement rappelé que la santé ne peut être négligée. Ce fut un coup de semonce, une alarme qui transforma mon rapport à la discipline, à l'alimentation, à l'exercice. De même, la douleur des décisions difficiles m'a appris que le leadership exige de décevoir parfois, non par cruauté, mais parce que diriger signifie prendre des choix que tout le monde n'acceptera pas. Il y eut aussi les pertes financières, les amitiés brisées, l'humilité de ne jamais pouvoir égaler certains prédécesseurs, le fardeau de la responsabilité. Chaque cicatrice raconte une leçon, chaque blessure recèle une croissance. Ainsi, face aux mauvaises expériences, 5 chemins se dessinent pour transformer la douleur en gain. Le premier est celui de l'attitude. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons choisir la manière dont nous regardons la vie. Une attitude positive n'efface pas la souffrance, mais elle la rend féconde. Virginie Satir avait raison en affirmant que « la vie n'est pas ce qu'elle est censée être, c'est comme ça ». La façon dont vous y faites face fait la différence. Si nous refusons de sombrer dans le pessimisme et choisissons l'espérance, alors même les blessures deviennent des portes ouvertes. Le deuxième chemin est celui de la créativité. La douleur nous pousse souvent hors de notre zone de confort et c'est là que naissent nos idées les plus neuves. Comme cet éleveur de poulets,
fatigué de perdre ses animaux à chaque inondation qui finit par élever des canards, transformant un problème en opportunité demande de l'audace et de l'imagination, mais c'est un choix possible. Vient ensuite la capacité à reconnaître la valeur des mauvaises expériences. Sur le moment, elles semblent absurdes, cruelles, insupportables. Mais si l'on accepte de voir plus loin, on comprend qu'elles sont des terrains d'apprentissage. Là où il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès. Tout obstacle cache une possibilité de croissance. Le 4e chemin consiste à changer après la douleur. La souffrance ne doit pas seulement être supportée, elle doit produire une transformation. Une crise cardiaque, un échec, une perte, autant d'avertissements qui réclament un ajustement. Rien ne change si nous refusons d'affronter la réalité, mais une fois que nous la regardons en face, la douleur devient un appel à évoluer. Enfin, le 5e chemin est celui de la responsabilité. Refuser de se poser en victime, c'est s'approprier son avenir. La tentation est grande de dire « Pourquoi moi ?» mais entre « Pourquoi moi ?» et « Malheur à moi », il n'y a qu'un pas. Grandir, c'est assumer que même si nous n'avons pas choisi la douleur, nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Ceux qui progressent ne rejettent pas la faute sur les autres, mais acceptent de tracer un chemin nouveau. Ainsi, la loi de la douleur se résume dans une vérité simple. Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais nous choisissons toujours ce que nous en faisons. Les expériences douloureuses sont inévitables, mais elles ne sont pas inutiles. Elles peuvent être l'occasion d'apprendre, de se redéfinir, de devenir plus profond, plus solide, plus vrai. Comme le disait William Penn, pas de douleur, pas de palme, pas d'épines, pas de trône, pas de fiel, pas de gloire, pas de croix, pas de couronne. La vie, avec son lot de blessures, nous met sans cesse au défi. Certains se contentent de survivre, d'autres osent prospérer. La différence se joue dans la manière de traverser la douleur. Chapitre 9. La loi de l'échelle. La croissance du personnage détermine la hauteur de votre croissance personnelle. Lorsque je rencontrai Jerry Anderson pour la première fois, il ne m'apparut pas seulement comme un homme d'affaires prospère. Derrière son assurance tranquille se cachait une histoire étonnante, faite d'échecs, de leçons, de renouveau, et surtout d'une transformation intérieure qui allait donner un sens à sa vie et influencer des milliers d'autres. En le côtoyant, je compris qu'il incarnait parfaitement cette vérité. La croissance du caractère précède toujours la croissance personnelle et c'est cette dernière qui, à son tour, ouvre les portes du véritable succès. Jerry n'avait pas commencé sa vie sous les feux de la réussite. Il grandit dans l'Ohio, dans un milieu modeste, et se lança d'abord comme machiniste travailleur et appliqué. Il savait se montrer sérieux, mais au fond de lui, brûlait une ambition qu'aucun emploi routinier ne pouvait satisfaire. Très vite, il se lança dans les affaires y espérant tracer sa propre route. Mais ses premiers pas furent marqués par des revers cuisants. Sa première société, qui distribuait des produits japonais à une époque où ceux-ci suscitaient la méfiance du public, sombra rapidement. Refusant de se décourager, Jerry tenta sa chance dans une entreprise de marketing de réseau, mais l'État la ferma brusquement. Plus tard, il lança un journal de petites annonces, puis un magazine immobilier. Là encore, les projets s'éteignirent avant d'avoir réellement brillé. À ce stade, beaucoup auraient abandonné leurs rêves, se résignant à une vie ordinaire. Jerry, lui, gardait au fond de lui la certitude qu'il y avait plus à accomplir. Ce qui lui manquait encore, c'était la découverte du fondement même de la réussite durable, le caractère. Un jour, sa route croisa celle de John Schrock, un homme d'affaires qui construisait sa vie et ses entreprises sur des valeurs bibliques. John voyait les affaires autrement. Pour lui, le succès ne dépendait pas seulement de la stratégie ou de l'opportunité, mais avant tout de l'intégrité, de la discipline et des valeurs qui guident de nos choix. Intrigué, Jerry accepta l'invitation de John à se joindre à un petit groupe qui se réunissait chaque semaine pour étudier un mince livret de principes tirés des proverbes. Ce rendez-vous, qui pouvait sembler anodin, changea le cours de sa vie.
Il découvrit peu à peu que la véritable clé de la croissance personnelle ne résidait pas dans la recherche effrénée d'occasions, mais dans le travail silencieux et exigeant sur soi-même. Alors qu'il commençait à mettre en pratique ces principes, un changement profond s'opéra. Ses affaires reprirent de la vigueur, sa nouvelle entreprise prospéra au point d'être rachetée par une société plus grande. Pour la première fois, Jerry goûtait à un succès stable, enraciné dans autre chose que l'opportunité ou la chance. Riche de cette première expérience, Jerry retourna ensuite en Ohio, où il lança un nouveau magazine immobilier. Cette fois, fort des leçons tirées de ses échecs et des valeurs qu'il avait apprises, il connut un essor extraordinaire. Son magazine devint le plus grand de tout le pays. À nouveau, son entreprise attira l'attention et fut achetée par une société de New York. Ce cycle de création, croissance et transmission ne fit que confirmer à Jerry une vérité. Tout ce qui grandit durablement repose sur la solidité du caractère. Ce n'était pas simplement une théorie. C'était devenu l'histoire de sa vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas à ses succès personnels. Dans les années 1980, Jerry, avec John Schrock et leur ami Bernie, ressentit le besoin de transmettre ces principes qui avaient bouleversé leur existence. Ensemble, ils fondèrent une organisation, la RAID, qui visait à partager à travers le monde des tables rondes de valeurs. L'idée était simple et révolutionnaire à la fois, réunir des personnes chaque semaine autour d'un principe précis, la retenue, l'honnêteté, la patience, l'humilité, l'éthique, la gestion des objectifs, le discuter et surtout s'engager à le mettre en pratique. Dans un premier temps, ils tentèrent de l'implanter aux États-Unis, mais l'accueil y fut timide. C'est finalement en Amérique latine que le projet trouva un terrain fertile. Au Guatemala, les tables rondes attirèrent l'attention d'universités, d'entreprises, puis même du gouvernement. Le modèle s'étendit ensuite à d'autres pays, produisant des changements spectaculaires. Ces expériences confirmèrent une vérité universelle. Les hommes et les femmes sont prêts à suivre un leader non pas pour ses compétences techniques, mais pour son caractère. Des études internationales menées par Coase et Posner révélèrent que la qualité la plus recherchée chez un leader est l'honnêteté. Sans elle, aucune confiance n'est possible. Le général Norman Schwarzkopf le résumait ainsi : « Le leadership est une combinaison de stratégie et de caractère. Mais s'il vous faut en abandonner un, abandonnez la stratégie. Car c'est presque toujours l'absence de caractère, et non l'absence de compétences, qui fait tomber les dirigeants. » Pour expliquer ce chemin vers l'intégrité, Jerry évoquait souvent ce qu'il appelait l'échelle du caractère, composée de 5 échelons. Le premier consiste à être meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur, car les victoires intérieures précèdent de toujours les victoires visibles. Le second invite à pratiquer la règle d'or, traiter les autres comme on aimerait être traité soi-même. Le troisième est de n'enseigner que ce que l'on croit réellement. Les croyances empruntées n'engendrent ni passion, ni transformation. Le quatrième échelon est l'humilité, cette capacité à rester enseignable, à reconnaître ses faiblesses, à servir plutôt qu'à se servir. Enfin, le cinquième consiste à bien finir. Beaucoup commencent bien, peu terminent leur course fidèlement. Mais la véritable grandeur se mesure non pas au départ, mais à l'arrivée. En Colombie, par exemple, la RAID fut invitée à former plus de 11 000 gardiens de prison. Les résultats dépassèrent toutes les attentes, la violence diminua, les meurtres au sein des prisons chutèrent de façon significative et certains détenus commencèrent à exprimer le désir de ressembler à leurs gardiens plutôt qu'à leurs compagnons d'infortune. Plus tard, même l'armée colombienne demanda une formation sur les valeurs, reconnaissant qu'un soldat discipliné mais sans caractère solide est une arme instable. Peu à peu, l'influence de la RAID s'étendit à 44 pays, touchant directement plus d'1 million de personnes. Jerry, autrefois en quête d'une simple réussite financière, était devenu l'artisan d'une transformation culturelle à grande échelle. À travers la vie de Jerry, je compris que le caractère n'est pas un luxe réservé aux idéalistes, mais la condition même de toute réussite durable. Ceux qui négligent ce fondement construisent leur maison sur du sable mouvant. Tôt ou tard, tout s'effondre. Ceux qui l'embrassent bâtissent
Sur le roc, Jerry avait échoué plusieurs fois, mais chacun de ses échecs l'avait préparé à comprendre cette vérité. Lorsqu'il choisit enfin de cultiver son caractère, non seulement sa vie changea, mais il devint un canal de transformation pour des nations entières. Ainsi, son histoire ne nous parle pas seulement de réussite financière ou d'initiative sociale. Elle nous enseigne que la croissance véritable commence à l'intérieur. Ce que nous cultivons en secret finit par définir ce que nous accomplissons en public. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de toutes. Le succès n'est pas le fruit du hasard, mais de la fidélité silencieuse à des valeurs solides, jour après jour, année après année. Ceux qui acceptent de grimper l'échelle du caractère découvrent qu'ils ne gagnent pas seulement le respect des autres, mais qu'ils laissent derrière eux un héritage durable capable de traverser les générations. Chapitre 10. La loi de l'élastique. La croissance s'arrête lorsque vous perdez la tension entre où vous êtes et où vous pourriez être. Il arrive un moment dans la vie de tout homme où le confort devient une prison invisible. On croit avancer, mais en réalité on tourne en rond dans un cercle étroit limité par nos habitudes, nos certitudes et nos peurs. Pour grandir, il faut consentir à l'inconfort, accepter de franchir la barrière de ce qui nous rassure et entrer dans le territoire inconnu de l'étirement. Je l'ai découvert très tôt, et cette découverte a façonné toute ma vie. Je me souviens encore de mes premières années de ministère. Tout semblait déjà bien établi, j'avais une communauté, un rythme, une certaine reconnaissance. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose murmurait « Si tu restes ici, tu ne connaîtras jamais ce que Dieu a préparé pour toi ». La voix de l'appel n'est pas toujours douce. Parfois, elle brûle et dérange. Elle pousse à quitter ce qui est suffisant pour chercher ce qui est véritablement grand. Cet étirement, je l'ai ressenti dans ma chair, dans mon cœur et dans mon esprit, comme une main invisible qui me tirait toujours plus loin. L'étirement n'est jamais confortable. Il ressemble à l'entraînement d'un athlète qui, pour devenir plus fort, doit pousser ses muscles au-delà de leurs limites. Dans ma jeunesse, j'ai vu des sportifs s'imposer une discipline stricte, refusant de se contenter de leur performance d'hier. Ils savaient que la victoire d'aujourd'hui ne garantit pas celle de demain, il fallait courir plus vite, soulever plus lourd, se priver de certains plaisirs pour atteindre une couronne incorruptible. J'ai compris que la vie spirituelle et le leadership obéissent à la même règle. Si tu ne t'étends pas, tu finis par rétrécir. Il y eut aussi ce moment où j'ai compris que le confort pouvait tuer. Un ami proche, autrefois vigoureux, a été frappé par une crise cardiaque. Il avait négligé sa santé, pensant qu'il avait encore du temps devant lui. Son corps, privé d'exercice et alourdi par des habitudes malsaines, n'a pas résisté. Cet épisode m'a marqué au fer rouge. L'étirement n'est pas une option, c'est une question de survie. Refuser de sortir de sa zone de confort, c'est se condamner à une lente agonie physique ou spirituelle. Dans le ministère, l'appel à l'étirement est encore plus pressant. Je me rappelle mes premières prédications devant une petite assemblée. Tout en moi tremblait. J'aurais préféré rester dans l'ombre, mais le Seigneur me tirait en avant. Chaque fois que je montais sur l'estrade, c'était un pas de plus hors de ma zone de confort, puis vinrent les invitations dans d'autres villes, puis dans d'autres pays. L'idée de parler devant des centaines, puis des milliers de personnes me terrifiait, mais chaque nouvelle étape me montrait la même chose. La croissance ne se trouve jamais dans la sécurité, mais toujours dans le risque. À mesure que Dieu élargissait mes frontières, je compris que l'étirement avait plusieurs visages. Parfois, il était intellectuel. Il fallait lire davantage, s'instruire, apprendre des langues, comprendre des cultures. Parfois, il était émotionnel car côtoyer des leaders de haut niveau signifiait aussi apprendre à gérer les critiques, les incompréhensions et même les trahisons. D'autres fois encore, il était spirituel car chaque nouvelle responsabilité exigeait une foi plus grande, des prières plus profondes, une consécration plus radicale. Un tournant décisif fut ma rencontre avec des leaders internationaux lors de conférences. Moi qui venais d'un milieu modeste, je me retrouvais à la table de rois, de présidents, de pasteurs influents, tout en moi se sentait petit.
Mais c'est précisément là que Dieu m'enseigna que l'humilité et l'apprentissage sont les clés de l'élévation. Être proche des grands ne doit pas nous écraser, mais nous inspirer. Pourtant, je voyais aussi le danger. Certains, en accédant à cette proximité, devenaient familiers, irrévérencieux, critiques. Ils perdaient la grâce de l'étirement parce qu'ils refusaient le prix de la discipline intérieure. Moi, j'ai choisi d'observer, d'apprendre, de rester dans le respect. Et peu à peu, ce qui me semblait inaccessible devint un terrain familier. Je compris aussi que l'étirement est communautaire. Il ne s'agit pas seulement de soi, mais de ceux que l'on entraîne avec nous. Quand j'ai commencé à enseigner et à former d'autres leaders, j'ai vu à quel point beaucoup vivaient prisonniers de captivité invisible. Dépendance, distraction, compromission, l'alcool, la drogue, la pornographie, les réseaux sociaux, les téléphones, autant de chaînes qui retiennent les jeunes et les empêchent de servir Dieu librement. Pour les aider, il fallait leur montrer que la liberté commence toujours par une décision. Décider de haïr ces chaînes, décider de prier avec persévérance, décider de jeûner, de confesser, de marcher dans la lumière. C'est alors que j'ai compris que l'étirement n'est pas seulement une discipline personnelle, mais aussi une mission. Libérer d'autres captifs pour qu'ils puissent, eux aussi, s'élancer vers leur appel. Le Seigneur m'enseigna que certaines vies sont appelées à un niveau de séparation encore plus grand. Comme les Nazaréens dans l'Ancien Testament ou comme Paul dans le Nouveau, il y a des hommes et des femmes qui doivent renoncer à beaucoup plus que les autres, parce que leur mission l'exige. Samson avait été consacré dès le ventre de sa mère, mais son manque de discipline l'a conduit à la chute. Paul, en revanche, a choisi volontairement une vie de renoncement pour se consacrer pleinement à l'Évangile. Leur exemple m'a rappelé que l'étirement, parfois, prend la forme d'un vœu, d'une promesse faite à Dieu et tenue coûte que coûte, même lorsque le monde entier choisit la facilité. Aujourd'hui encore, je suis convaincu que l'étirement est le secret de la fécondité spirituelle. Dieu n'utilise pas ceux qui s'accrochent à leur confort, mais ceux qui acceptent d'être brisés, déplacés, dérangés. L'étirement est douloureux, mais il prépare à la gloire, comme un arbre qui ne peut grandir que si ses racines percent la dureté du sol, comme un aigle qui pousse ses petits hors du nid pour les apprendre à voler. Ainsi le Seigneur nous étire pour que nous découvrions la véritable mesure de notre appel. Alors, je le dis à ceux qui se tiennent au seuil de leur vie, soyez prêts, à 20 ans, à être étirés au-delà de ce que vous imaginez. Ne craignez pas la douleur de l'apprentissage, ni le poids des responsabilités, ni les larmes de la séparation. Tout cela fait partie du processus par lequel Dieu façonne ses instruments choisis. Échappez aux captivités qui veulent vous retenir, embrassez la pureté d'un appel élevé et laissez l'esprit vous conduire vers des horizons qui dépassent vos forces, car c'est dans l'étirement que l'on découvre la grandeur et c'est hors de la zone de confort que naissent les vies qui marquent l'histoire. Chapitre 11. La loi des compromis. Il faut abandonner pour grandir. Pour passer au niveau supérieur, il faut plus qu'une simple vision, plus qu'un travail acharné et plus qu'un désir sincère de grandir. Ce qu'il faut, c'est la disposition à abandonner certaines choses que l'on aime et auxquelles on tient le plus. Et, croyez-le ou non, c'est bien souvent ce sacrifice qui empêche les gens d'aller plus loin, même ceux qui connaissent déjà un certain succès. Quand on commence sa carrière, les sacrifices paraissent faciles. Après tout, on n'a pas grand-chose à perdre, on serait prêt à tout laisser tomber pour saisir une opportunité, parce que ce tout est encore bien maigre. Mais que se passe-t-il lorsque la vie commence à nous sourire, que nous avons trouvé un emploi stable, un bon salaire, une maison agréable, une communauté qui nous reconnaît et une certaine sécurité? Serions-nous toujours prêts à abandonner tout cela pour quelque chose d'incertain, mais qui pourrait nous rapprocher de notre véritable potentiel? Prenons l'histoire d'Herman Cain. Issu d'une famille modeste, son père travaillait comme chauffeur pour Coca-Cola. Il avait grandi dans l'effort et la ténacité. Diplômé en mathématiques, il commença sa carrière au gouvernement avant d'intégrer Coca-Cola.
Pourtant, il savait qu'il n'y serait jamais jugé uniquement pour ses mérites. Il serait toujours le fils du chauffeur. Alors, lorsqu'une opportunité s'ouvrit chez Pillsbury, il saisit sa chance et quitta le confort d'Atlanta pour s'installer au Minnesota. À Pillsbury, il gravit rapidement les échelons jusqu'à devenir vice-président, et cela avant même l'âge qu'il s'était fixé. À 36 ans, il avait un bureau au 36e étage d'une tour moderne, une vue splendide et un titre prestigieux. Tout semblait accompli, mais son cœur lui disait que ce n'était pas assez. Il rêvait plus grand, devenir président, le véritable décideur d'une entreprise. Mais un obstacle demeurait. Malgré ses succès, il n'avait jamais eu la responsabilité des profits et pertes, condition indispensable pour prétendre à une présidence. Son supérieur lui proposa alors un choix audacieux, quitter son poste confortable et prestigieux pour rejoindre Burger King, une filiale de Pillsbury, et y apprendre le métier de terrain. Le prix à payer était énorme. Perdre son titre de vice-président, accepter une baisse de salaire, renoncer à ses stock options, réapprendre un métier à zéro, jusqu'à retourner derrière un grill pour préparer des Whoppers, c'était une décision qui bouleverserait sa vie entière. Pourtant, Herman Cain accepta. Il enfila l'uniforme, rejoignit les jeunes recrues de l'université Burger King et se remit à l'école de l'humilité. De directeur adjoint à gérant de restaurant, puis directeur régional, il avança pas à pas jusqu'à devenir vice-président de la marque. 4 ans plus tard, on lui confia Godfather's Pizza, une filiale en difficulté, et il en devint le président. Herman Cain avait prouvé par sa vie une vérité universelle. Il faut abandonner pour grandir. Les compromis, loin d'être des pertes, sont les marches invisibles qui nous permettent de monter plus haut. Mais ces marches sont exigeantes. Elles coûtent du confort, de la sécurité et parfois même de l'image que l'on a de soi. La question n'est donc pas « vais-je perdre ?», mais plutôt « vais-je grandir ?» Chapitre 12. La loi de la curiosité. La croissance est stimulée en se demandant pourquoi. Lorsque j'étais étudiant en première année de psychologie, on nous fit passer un test de créativité. Le résultat fut pour moi une surprise amère. J'avais obtenu l'un des pires scores de toute la classe. À première vue, cela pouvait sembler anodin. Après tout, beaucoup de gens ne sont pas particulièrement créatifs. Mais pour moi, c'était grave. Je savais que je voulais parler en public, enseigner et inspirer. Et quoi de pire qu'un orateur ennuyeux ? Cette faiblesse me paraissait être une menace directe pour mon avenir. Heureusement, je possédais une autre qualité qui, très tôt, m'avait toujours accompagné, la curiosité. Depuis mon enfance, elle me poussait hors du lit avant l'aube, de peur de manquer quelque chose, même dans ma petite ville de l'Ohio, où en réalité, il se passait bien peu de choses, tandis que mes camarades s'attardaient au sommeil, je cherchais déjà à observer, écouter, apprendre. Je décidai de m'appuyer sur ce trait. J'entrepris de collecter des citations, des histoires, des idées marquantes. Je me dis alors, si je ne veux pas être ennuyeux, je dois citer des gens qui ne le sont pas. Pendant des années, je remplis des carnets de phrases drôles, profondes ou inspirantes. Mais quelque chose se produisit. Je commençai à m'interroger sur ce qui rendait ces paroles si vivantes. Pourquoi faisaient-elles rire ? Pourquoi touchaient-elles si profondément ? Pourquoi restaient-elles gravées dans les mémoires ? Peu à peu, je me surpris à modeler mes propres idées de la même manière. Ma communication changea de niveau. Et plus encore, ma croissance intérieure s'en trouva stimulée. D'où venait cette curiosité ? Était-elle innée ou transmise par mon environnement ? Je n'ai jamais su répondre. Mais une chose était certaine, je l'avais cultivée. Et je découvris qu'elle était la clé d'un apprentissage sans fin. Car les curieux, eux, ne s'arrêtent de jamais. Ils ont soif de savoir, ils observent, questionnent, explorent. Leur vie devient un terrain d'expérimentation. Ils comprennent que le chemin vers la découverte est aussi riche que la découverte elle-même. La curiosité ouvre des portes. Elle nous entraîne au-delà de l'ordinaire, elle enflamme l'imagination et nous fait entrevoir des ponts invisibles que d'autres n'osent pas franchir. Albert Einstein, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire, confiait que ses découvertes n'étaient pas dues à son intelligence supérieure, mais à sa curiosité insatiable et à son imagination. Au fil du temps,
j'ai appris que cette disposition n'était pas réservée à quelques privilégiés. Elle pouvait se cultiver. Encore fallait-il le vouloir. La première étape consiste à croire que l'on peut être curieux, à se donner la permission d'apprendre et de grandir. C'est l'état d'esprit d'un débutant. Poser des questions, s'étonner, accepter de ne pas savoir. Là où le « je sais tout » se ferme, le curieux s'ouvre. Là où l'expert cherche à paraître compétent, le débutant s'autorise à explorer. Je découvris aussi que la curiosité est contagieuse. J'en fis l'expérience en Jordanie lors d'un voyage à Petra. Fatigué et douloureux à cause d'un genou malade, j'avais décidé de ne pas suivre un groupe vers un site plus éloigné. Mais leur enthousiasme finit par ranimer le mien. Je me levai et malgré la difficulté du chemin, je vécus l'une des plus belles expériences de ce voyage. Être entouré de gens avides de découvertes me fit comprendre une vérité simple. Marcher avec des curieux nous empêche de nous arrêter en chemin. Et ainsi, je fis de la curiosité une règle de vie. Chaque jour, j'essayais d'apprendre quelque chose de nouveau, de transformer mes échecs en leçons, de remettre en question mes certitudes. Je compris qu'il n'existait pas une seule réponse définitive à un problème, mais une multitude de pistes. Je compris aussi que, pour continuer à grandir, il fallait parfois risquer de paraître ridicule, oser sortir des sentiers battus et surtout profiter de la vie. L'histoire de Richard Feynman, prix Nobel de physique, me conforta dans cette conviction. Cet homme n'avait pas un QI exceptionnel, mais il possédait une curiosité sans bornes. Enfant, il démontait des radios, construisait des circuits, explorait les mystères des mathématiques par simple jeu. Plus tard, il s'intéressa autant à la biologie qu'à la philosophie, à l'art qu'à la génétique. Pour lui, tout était matière à question. Et même lorsqu'il traversa une crise après la guerre, ce fut en retrouvant l'esprit du jeu, en jouant avec la physique, qu'il ralluma l'étincelle de sa créativité. Une étincelle qui le mena jusqu'au prix Nobel. C'est là le pouvoir de la curiosité. Elle est le remède à l'ennui et le moteur d'une vie de croissance. Chapitre 13. La loi de la modélisation. Il est difficile de s'améliorer quand tu n'as personne d'autre que toi-même à suivre. En 1972, alors que je cherchais à tracer ma route vers la croissance, je me heurtais sans cesse au même mur. Personne autour de moi ne semblait avoir un plan de développement clair. Ce manque m'a poussé à acheter le kit de Kurt Kampmeier, un simple outil, mais qui a eu pour moi l'effet d'un déclencheur. J'entrais ainsi dans l'aventure de la croissance personnelle intentionnelle. Mes débuts furent hésitants, j'apprenais par essai et erreur, avançant d'un pas incertain, souvent en désordre. Mais une chose était sûre, j'avais décidé que ma croissance serait ma priorité numéro 1. Les livres, les conférences, les enregistrements, tout ce qui pouvait nourrir mon esprit, passait entre mes mains. Au départ, je consommais tout ce qui attirait mon attention, comme un voyageur affamé qui se jette sur tout ce qu'il trouve sur la route. Mais je réalisais vite que cette dispersion ne me donnait pas l'élan que j'espérais. Le jour où j'ai compris que je devais concentrer mes efforts sur mes points forts, le leadership, les relations humaines et la communication, fut un tournant. À partir de ce moment, ma croissance prit de la vitesse. J'apprenais aussi à glaner l'essentiel, prendre des notes, résumer, relever des citations, réfléchir sur ce que je lisais et, surtout, mettre en pratique immédiatement. Ces disciplines quotidiennes m'accompagnent encore aujourd'hui, des décennies plus tard. Ma voiture était devenue ma salle de classe, mes dossiers s'épaississaient à vue d'œil et je pouvais constater que mon leadership progressait autant que les résultats dans ma vie professionnelle, mais une prise de conscience s'imposa bientôt à moi. La croissance en solitaire a ses limites. Sans mentor, sans modèle de chair et d'os, je ne pourrais aller que jusqu'à un certain point. Si je voulais devenir le leader que je croyais être appelé à devenir, il me fallait suivre des hommes et des femmes qui marchaient le plus loin devant moi. Voilà l'essence de la loi de la modélisation. Il est difficile de progresser quand on n'a que soi-même à suivre. Mes premiers guides, je les ai trouvés dans les pages des livres. Dale Carnegie m'a enseigné l'art des relations humaines, James Allen m'a montré le pouvoir de mes pensées et Oswald Sanders m'a ouvert à l'importance du leadership. Mais les livres,
aussi précieux soient-ils, ne suffisent pas. À un moment donné, il faut rencontrer des mentors vivants, des modèles dont la vie parle autant que leurs écrits. J'ai eu ce privilège avec des hommes comme Zig Ziglar, Fred Smith ou John Wooden. Certains furent des trésors, d'autres des déceptions. Car tous ceux qui paraissent brillants de loin ne le sont pas de près. C'est pourquoi il faut être sélectif dans le choix de ces modèles. Deux extrêmes guettent ceux qui cherchent des guides. Écoutez tout le monde ou n'écoutez personne. Ni l'un ni l'autre ne mène nulle part. Au fil du temps, j'ai appris à reconnaître les qualités d'un vrai mentor. Un bon mentor est d'abord un exemple digne d'imitation, car nous devenons semblables à ceux que nous suivons. Il est aussi disponible, accessible, prêt à offrir son temps. Il a une expérience éprouvée, comme ces voyageurs revenus du chemin qu'on rêve d'emprunter. Il possède la sagesse, cette faculté rare de savoir où poser le marteau qui remet tout en marche. Enfin, il apporte amitié et soutien, car la connaissance sans amour est stérile et les conseils sans chaleur restent froids. Les mentors qui m'ont marqué n'étaient pas seulement des conseillers, mais des amis. Peter Drucker, par exemple, n'a pas seulement transmis des idées brillantes, il a incarné la générosité et l'écoute. Jim Collins, qui fut proche de lui, disait qu'au contact de Drucker, on avait moins le sentiment d'être face à un gourou que celui de rencontrer un homme profondément humain. Être mentor, c'est en réalité endosser le rôle d'un coach, un guide qui vous emmène d'où vous êtes à l'endroit où vous aspirez à être. Dans d'autres cultures, on l'appelle sensei, gourou, maître, tuteur ou mentor. Les mots changent, mais l'idée demeure. Le vrai mentor marche devant nous et montre le chemin. En regardant en arrière, je reconnais que les plus grandes richesses de ma vie furent les personnes qui m'ont guidé, conseillé, soutenu. Mes parents m'ont transmis l'intégrité. Elmer Towns m'a enseigné à faire grandir mon église. Zig Ziglar m'a ouvert au développement personnel, Fred Smith a affûté mes compétences en leadership. À chaque étape, un mentor a fait la différence. Aujourd'hui, je peux dire ceci, personne ne peut atteindre son plein potentiel seul. Nous avons tous besoin d'un modèle, d'une voix plus expérimentée, d'un ami qui nous accompagne. Si vous n'avez pas encore trouvé ce mentor, commencez par les livres. Mais ne vous arrêtez pas là. Cherchez des hommes et des femmes intègres, disponibles et sages, qui marchent un peu plus loin que vous, et quand vous aurez grandi grâce à eux, devenez à votre tour ce modèle pour quelqu'un d'autre, car il est impossible de s'améliorer lorsqu'on n'a que soi-même à suivre. Chapitre 14. La loi de l'expansion. La croissance augmente toujours votre capacité. Il y a, au fond de chacun de nous, un espace inexploré. Vaste comme des terres encore vierges, la plupart des hommes n'en cultivent qu'un coin minuscule, laissant le reste à l'abandon. Les experts affirment que nous n'utilisons en moyenne qu'une fraction infime de notre potentiel, à peine 10%. Si cela est vrai, alors nous portons tous en nous des réserves de possibilités immenses, mais endormies. Le problème n'est pas que nous manquions de force ou d'intelligence, mais que nous nous arrêtons trop tôt, persuadés que nous touchons déjà à nos limites. Or, ces limites ne sont souvent qu'une illusion. Comme l'ont écrit Robert J. Kriegel et Louis Patler, le potentiel qui existe en nous est illimité et largement inexploité. Quand vous pensez aux limites, vous les créez. J'ai moi-même cru, au début de ma carrière, que la clé pour avancer résidait simplement dans le travail acharné. Je croyais qu'en multipliant les heures et les efforts, j'augmenterais ma capacité. Mais en voyageant dans certains pays, j'ai découvert des hommes et des femmes qui travaillaient du matin au soir, plus dur que je ne l'avais jamais fait, sans pourtant voir le fruit de leurs efforts. Ce fut une révélation. Travailler plus n'est pas toujours travailler mieux. L'acharnement ne suffit pas. La vraie question n'est pas « puis-je travailler davantage ?» mais bien « qu'est-ce qui fonctionne réellement ?» Voilà la clé, s'interroger chaque jour. Que dois-je faire? Qu'est-ce qui rapporte le plus? Qu'est-ce qui me procure la plus grande récompense? Ces simples questions tracent la ligne entre l'agitation et l'efficacité, entre un effort dispersé et une vie orientée vers ce qui compte. Mais il y a plus encore. Trop de gens passent leur existence à se demander « puis-je ?» comme si cette petite phrase devait décider de leur destin.
elle enferme, elle limite, elle étouffe. Demander « puis-je » revient à douter avant même d'essayer. La vraie question est « comment puis-je » car comment suppose qu'un chemin existe, même s'il reste à découvrir. C'est cette simple différence qui a poussé Sharon Wood, première femme nord-américaine à gravir l'Everest, à vaincre non pas la montagne, mais ses propres barrières intérieures. Ce n'était pas une affaire de muscles, disait-elle, mais de mental. Le vrai sommet était dans sa tête. Et peut-être est-ce là que réside la bataille de chacun. Dans l'esprit, c'est là qu'il faut élargir l'espace, briser les murs, ouvrir plusieurs portes au lieu de frapper sans fin contre la même. Michel-Ange, voyant les premiers dessins de Raphaël, y inscrivit un mot en lettres de craie. Amplius, plus grand. C'est ce que nous devons apprendre à nous dire à nous-mêmes. La croissance est un chemin d'élargissement. Elle nous appelle à sortir du confort, à faire plus que prévu, à répéter chaque jour ce qui est important, non pas de temps en temps, mais avec constance. Elle nous demande aussi d'oser, même lorsque tout ressemble à un échec au milieu du processus, comme une fusée qui dévie 1000 fois de sa trajectoire avant d'atteindre la Lune. Et si vous vous demandiez aujourd'hui, que ferais-je si je savais que je ne pouvais pas échouer? Que répondrait votre cœur? Ce rêve, ce désir enfoui, n'est-il pas peut-être déjà le signe que Dieu a semé en vous un potentiel plus grand que ce que vous osez croire? Chapitre 15. La loi de la contribution. Grandir vous permet de faire grandir les autres. Quand j'ai commencé mon parcours de croissance, il y a 40 ans, après ma conversation avec Kurt Kampmeier, je ne savais pas du tout où cela me mènerait. Tout ce que je savais, c'est que j'avais besoin de grandir et que cela exigerait une intention ferme. Au début, ma motivation était simple, presque égoïste. Je voulais réussir. J'avais des objectifs précis, des jalons à franchir, une ambition brûlante, mais, au fil du chemin, une vérité s'est révélée à moi. Une vérité qui a transformé ma vie. Ma croissance personnelle ne s'arrêtait pas à moi. Elle ouvrait aussi des portes aux autres. Ce que j'apprenais, ce que je devenait une source de valeur et d'inspiration pour ceux qui m'entouraient. C'est ainsi que la réussite a pris une autre dimension. Non plus seulement atteindre mes propres buts, mais contribuer à ceux des autres. Et dans ce partage, j'ai trouvé la plus grande joie de l'existence. J'aimerais que ces pages inspirent chacun à devenir tout ce qu'il peut être, afin de permettre aux autres d'en faire autant, car on ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Mais lorsque l'on cultive l'apprentissage, la discipline et le caractère, on acquiert une richesse intérieure que l'on peut transmettre. Vivre selon la loi de la contribution, c'est s'engager à grandir non seulement pour soi, mais pour élever les autres. Mon désir d'apporter de la valeur aux autres remonte à mon adolescence. Je me souviens avoir lu l'histoire de Benjamin Franklin qui disait « Je préférerais qu'on dise de moi, il a vécu utilement plutôt que il est mort riche ». Ce n'était pas que des mots pour lui, c'était un principe de vie. Quand il inventa le poêle Franklin, il aurait pu le breveter et s'assurer une fortune. Mais il choisit de l'offrir au monde sans rien attendre en retour. Cette vision de la vie m'a marqué. Franklin ne regardait pas combien il pouvait tirer du monde, mais combien de personnes il pouvait aider. Chaque matin, il se demandait « Quel bien vais-je faire aujourd'hui ?» Et chaque soir, « Quel bien ai-je fait aujourd'hui ?» Cette habitude simple m'a inspiré. Je pouvais moi aussi être intentionnel dans ma manière de contribuer. Plus tard, une expérience a renforcé cette conviction. En 1998, alors que je me débattais avec une crise cardiaque, je n'avais pas peur de mourir. De penser seulement m'occuper, que mes proches sachent combien je les aimais, et que je n'avais pas encore fini d'apporter ma contribution. J'avais encore beaucoup à donner. J'ai appris, à travers Franklin, mes parents et tant d'autres modèles, que la vie n'est pas faite pour accumuler mais pour transmettre. Ma mère, en tant que bibliothécaire, encourageait et soutenait de jeunes femmes au collège. Mon père, qu'il soit pasteur, surintendant de district ou président d'université, cherchait toujours à servir et à relever les autres. Même à un âge avancé, il voulait être le premier à entrer dans sa maison de soins assistés.
non pour lui-même, mais pour pouvoir accueillir les autres résidents, les rassurer et leur tendre la main. De lui, j'ai retenu cette leçon: il faut être une rivière et non un réservoir. Une rivière reçoit pour donner. Un réservoir garde pour lui. Le secret d'une vie abondante est de faire circuler ce que l'on reçoit. À travers les années, j'ai compris que contribuer exige des choix clairs. Être reconnaissant, car sans gratitude, il n'y a pas de générosité. Placer les personnes avant les projets, car les choses disparaissent, mais les vies demeurent. Ne pas se laisser posséder par ses biens ni par les autres. La vraie liberté, c'est de pouvoir donner sans condition. Définir le succès, non par la récolte, mais par les graines que l'on sème. Se concentrer sur le développement personnel plutôt que l'épanouissement égoïste. Et enfin, ne jamais cesser de grandir afin de ne jamais cesser de donner. Jim Rohn, l'un de mes plus grands modèles, disait « Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un est votre propre développement. Il l'a incarné toute sa vie et son influence continue d'élever des millions de personnes. Grandir soi-même pour faire grandir les autres. Voilà la véritable loi de la contribution. Voilà le sens d'une vie utile. »